Ma conférence inaugurale portait sur un sujet majeur qui est celui de la santé des soignants, mais à travers une approche assez pertinente qui est celle de la salutogénie. C'est un concept apporté par la Suisse qui consiste seulement à regarder les sujets de santé publique à travers non pas ce qui fait maladie, donc la pathogénie, mais plutôt ce qui fait santé, donc la salutogénie. Alors, la santé des soignants va, je dirais pas mal, mais en tout cas ne va pas aussi bien qu'on l'espère, parce que nos soignants, d'abord avant d'être des blouses blanches, sont d'abord des individus à part entière et connaissent donc des problèmes de santé relatifs à la population générale, mais ont des facteurs de risque supplémentaires qui ne font que optimiser, renforcer ces problèmes de santé en population générale. Donc aujourd'hui, nos soignants ne vont pas bien, ne vont pas forcément mieux que la population générale, mais ne vont pas forcément moins bien que la population générale. En revanche, un intérêt de se saisir de cette thématique, c'est de se dire aujourd'hui, on doit garantir la stabilité, la pérennité, la qualité et la sécurité des soins. Force est de constater que ceux qui les administrent sont des soignants, au-delà de la robotique, de la domotique, du numérique, du digital. On ne pourra jamais se départir de la garantie humaine. Donc on doit considérer l'amélioration et la préservation de la santé des soignants comme étant un des moyens d'agir sur cette qualité, cette sécurité des soins, avec à moyen terme ou à long terme une garantie de stabilité et de pérennité de notre système de santé. Alors il y a plein de volets puisque en fait quand on parle de santé des soignants, il ne s'agit pas seulement de parler que de santé au travail. La plupart des études le démontrent, quand on parle de santé des soignants, c'est effectivement un sujet de santé au travail, mais c'est aussi un sujet de santé publique, de sociologie, d'économie de la santé, de santé des femmes. Et donc on a différents déterminants, différentes disciplines, différentes thématiques qui doivent être abordées lorsqu'on parle de la santé des soignants. Ce qui fait que ça complexifie d'autant plus l'approche et la façon d'agir sur ces sujets. Mais très concrètement, on a au moins deux grands volets que sont la santé physique et la santé mentale. 2025, année de la grande cause santé mentale, on doit peut-être faire le focus sur les moyens d'agir à la fois sur le taux de suicide, la prévention de l'épuisement professionnel, et puis sur la manière avec laquelle on va permettre de libérer une forme de parole, parce qu'il n'y a pas que les violences sexistes et sexuelles qui méritent d'être abordées, même si elles sont majeures et importantes. Il y a aussi tous ces moyens de simplifier la charge émotionnelle que certains professionnels rencontrent, et je pense notamment aux médecins, dans le cadre d'un exercice salarié, on le voit, gérer seul, même en exercice coordonné, des patients, ça suppose une charge mentale qui est importante, et donc à qui se confient ces professionnels de santé, au même titre qu'on le fait dans le monde de la psychologie avec des superviseurs et des tuteurs en santé. On se doit d'accompagner des professionnels et de leur permettre de libérer la parole. Parce que déjà libérer la parole, c'est leur permettre d'avancer et d'évoluer dans leur parcours de santé mentale. Il y a une dizaine d'années, on a monté sur le CHU Nice un groupe qui s'appelait le groupe Promotion de la santé au travail et qui a réuni des agents de l'hôpital Pasteur, un des hôpitaux de Nice. Et ce groupe-là a proposé des actions qui allaient dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie des professionnels de santé. Donc c'était des actions qui étaient proposées par des agents pour des agents. Donc ils ne demandaient pas de budget particulier et tout a été réalisé sur les ressources propres, si vous voulez, de l'établissement et de ces agents hospitaliers de toutes catégories confondues, qui ont proposé et mis en œuvre toutes ces actions-là. Donc le département de santé publique, dans ce cadre-là, il est venu apporter un soutien, il a favorisé l'émergence de ces idées et ensuite la mise en œuvre des actions. Et c'est ça qui a amené à la création, à un moment donné, de l'unité des professionnels de santé. Alors cette unité, elle a pour vocation de venir soutenir justement les agents qui ont des idées, donc favoriser d'abord l'émergence des idées, donc permettre aux agents de s'exprimer, ensuite de les aider à mettre en œuvre les idées qu'ils ont eues, et parce qu'ils ont un travail, ils ont des patients à suivre, et donc ils n'ont pas de temps pour travailler à la mise en œuvre logistique des choses, donc là c'est le département de santé publique, et en particulier l'unité qui vient le faire. Puis il y a un troisième élément qui est très important, c'est de rajouter à ça une dimension recherche, puisque sur le questionnement de l'amélioration de la qualité de vie ou de la santé des professionnels de santé,
il y a des dimensions recherche qu'il faut pouvoir engager et donc on essaie de le faire avec eux. Alors je pense que ce serait intéressant, oui, de généraliser ce type d'unité-là. Je pense que le modèle qu'on propose au CHU Nice est très intéressant et donc mériterait aussi certainement d'être exporté dans d'autres établissements en France. Les violences envers les soignantes sont déjà à un niveau très élevé. Aujourd'hui, dans les professions, comme chez les médecins, on est à 8 femmes sur 10 qui déclarent avoir été victimes de violences sexistes ou sexuelles, et une infirmière sur 2, voire sur 3, et une directrice sur 2 déclare avoir été soit témoin, soit victime elle-même. Il y a clairement un milieu de la santé qui est assez violent par le fait qu'on côtoie le tragique au quotidien, qu'il y a un milieu qui est déjà sous tension aujourd'hui et un milieu dans lequel il y a un rapport à l'intimité et au corps humain qui est particulier. En plus de ça, aujourd'hui, les sanctions ne suivent pas lorsqu'il y a un signalement, donc il y a une omerta qui est en partie levée depuis le MeToo Hôpital, ce qui explique qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de violence dans ce milieu-là. Ça commence par le signalement et la formation. Identifier la violence, la signaler, être sûr que lorsqu'on signale, on va avoir une démarche qui va être enclenchée et si le coupable est reconnu, qu'il y ait des sanctions claires derrière et que notre carrière ne soit pas en danger lorsqu'on signale. Donc pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour justement avoir le courage de signaler et derrière suivre la procédure pour qu'il y ait une tolérance zéro. Alors non, les jeunes soignants ou médecins ne sont pas désenchantés, ils se posent des questions sur l'évolution du système de santé et c'est légitime. Tout évolue à grande vitesse, les pensées, les attentes, et à nous de nous en saisir pour être à la hauteur. Alors vaste question parce que réenchanter ça nous prendrait probablement quelques décennies à faire, mais toutefois on a quelques jalons là qu'on a posés au cours de la conférence avec 3 idées, 3 piliers assez novateurs. En premier lieu, on ne peut pas ne pas en parler puisque l'actualité nous pousse à le faire, c'est l'intelligence artificielle, le numérique en santé. Plus qu'un remplaçant du soignant, ça va être cette aide utile pour lui dégager du temps soignant et pour qu'il retrouve l'essence de son métier au sein même de son activité de soignant et au contact de ses patients. Primo. Deuxièmement, plus de démocratie en santé. On est convaincu que les métiers évoluant, les attentes autour de soins évoluent à la même vitesse et qu'il faut qu'on inclue à travers ces décisions davantage d'acteurs. Et ça commence par les patients. Dans leur prise en charge, on a des patients experts qui viennent et qui connaissent, qui apportent une vraie plus-value dans la prise en charge de leur maladie. Et ça, il faut qu'on avance dans cette direction. Évidemment, c'est une concertation. Le médecin reste dans son rôle de médecin, l'infirmière également, l'aide-soignant tout autant. Mais plus de démocratie en santé, plus d'empowerment fait qu'on sera plus efficace au final. Et enfin, tertio, plus de collaboration. Et ça, typiquement, ça passe par le berceau, ça passe par la formation. Quand on est jeune professionnel de santé et qu'on est amené, à l'heure actuelle, à ne pas réellement se rencontrer, à ne pas tellement évoluer quand on est amené à se former. Et donc, on pense sincèrement qu'il faut plus de collaboration entre les métiers et ça commence par plus de connaissances. Des formations en commun, des stages, l'évolution des métiers fait qu'on arrivera à être plus efficace, plus efficient et que, à mon sens, on ne regardera plus notre collègue comme étant un collègue qui évolue en parallèle de nous, en marge, mais bien comme un confrère, comme quelqu'un avec qui on a une seule mission, c'est soigner le patient et être efficace là-dedans. Je pense que si on parle des études de santé, c'est probablement les plus longues qui existent. Donc ils sont suffisamment formés. La question c'est est-ce qu'ils sont bien formés? Et là on peut se poser la question de est-ce que les sujets sont les bons? Par exemple à titre personnel, moi je n'ai reçu qu'une heure de cours sur les 6 années d'études de médecine sur l'autisme. L'autisme c'est 700 000 personnes en France. Sur la sécurité des soins, je n'ai rien reçu. Il a fallu attendre que je me spécialise en anesthésie-réanimation et parce que c'est l'anesthésie qui est une spécialité intéressée par ces questions,
j'ai découvert les choses. Première chose, il y a énormément d'accidents aujourd'hui en santé. En France, il y a eu des études, les enquêtes nationales sur les événements indésirables graves associés aux soins, qui laissent penser qu'on serait peut-être autour de 60 000 par an décès évitables. Deuxième réponse, c'est la qualité de vie au travail. Et puis bien sûr, pour la société. Il n'y a plus beaucoup de soignants, il y a beaucoup de gens à soigner. Et si on les envoie en formation, comment on fait? Donc ça, c'est un des arbitrages sur lesquels il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir permettre aux soignants d'aller se former, mais il faut aussi développer des nouvelles stratégies avec des modalités nouvelles au sein des organisations, faire des micro-temps de formation. Alors on parle de micro-learning, faire du e-learning, faire de la simulation, profiter de temps comme les réunions de morbimortalité pour aussi faire des formations. Donc essayer d'utiliser tous les temps possibles pour former les gens sur place. Oui, effectivement, les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez la femme, avec 200 décès par jour, 6 fois plus que le cancer du sein. Il n'y a pas assez de dépistage des maladies cardiovasculaires chez la femme. La femme est suivie par son gynécologue qui doit prendre la tension artérielle, lui faire un dépistage de la glycémie, du cholestérol, voir s'il y a des antécédents familiaux, si elle fume, et en fonction, l'adresser à son médecin traitant, voire au cardiologue si les facteurs de risque sont nombreux. Les femmes s'occupent de leur famille, de leurs amis, de leur travail, mais ne s'occupent pas d'elles, n'ont pas assez de temps pour faire un dépistage, ont une charge mentale souvent qui est très importante par tout ce qu'elles ont à faire au quotidien et malheureusement ne font pas assez de dépistage cardiovasculaire, en particulier si elles ont des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, l'hérédité, le tabagisme, le stress qui est un facteur majeur. Faire de la prévention comme le fait Agir pour le cœur des femmes avec le professeur Claire Mounier-Veillé qui parle des maladies cardiovasculaires de la femme depuis plus de 20 ans, dans le grand public, dans des salons comme ici où on va parler aux soignants des problèmes cardiovasculaires chez la femme pour qu'ils fassent passer le message, chez les médecins tout simplement qui eux aussi ne sont pas aussi assez sensibilisés aux maladies cardiovasculaires des femmes.